Bonjour à tous et bienvenue dans Moment Fort, votre nouvelle émission d'actualité sur Omerta. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gaëtan Dussaucé, porte-parole du Rassemblement National. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui des retraites, des mineurs isolés, de l'affaire Boyard, mais aussi des antifas, de l'armée qui pourrait potentiellement aller dans les cités. En tout cas, c'est ce que souhaite une majorité de Français. Et Bilal, presque curé. Vous êtes bien dans Moment Fort et c'est l'actualité de cette première semaine d'avril 2023. Pour commencer, la première actualité. Donc avant-hier, les syndicats ont discuté avec Madame Borne à Matignon. Pas trop de résultats. Hier, ils manifestaient entre les Invalides et la place d'Italie à Paris. Nombre en baisse, beaucoup d'interpellations, beaucoup de violences, mais on semble pas percevoir beaucoup non plus de résultats. Est-ce que l'impasse se transformerait pas un peu en bras de fer gagnant pour le gouvernement ? C'est malheureusement la crainte qu'on peut avoir, parce que c'est un peu ce qu'on a eu d'ailleurs, il y a eu un précédent dans tout ça, c'était le mouvement des Gilets jaunes, où pareil, on a eu des semaines et des mois en fait de mobilisation, d'abord sur les ronds-points et ensuite de manifestations assez importantes sur les Champs-Élysées, et qui après quelques déclarations, quelques propositions obtenues, notamment avec des revalorisations, l'indexation des salaires sur l'inflation, la prime Macron, etc., ensuite en fait le mouvement s'est plus ou moins épuisé, s'est essoufflé, et on s'est retrouvé en fait au bout de quelques semaines, quelques mois, à ne plus rien avoir, comme si finalement tout ça, il s'était rien passé, et que le gouvernement a pu finalement tirer les marrons du feu et continuer ensuite à avancer sur sa ligne. Mais en fait, ce qui est certain là aujourd'hui, ce qu'on a avec la mobilisation autour de la réforme des retraites, c'est que ce qui était avant une sorte de crise sociale, à la fois de contestation contre un projet de réforme que personne ne veut, et en même temps de colère vis-à-vis d'une situation qui est très compliquée pour un grand nombre de compatriotes. Je pense à l'explosion des prix, l'inflation, les prix de consommation dans les supermarchés, les factures d'électricité, etc. Tout ça est en train de se transformer en fait en une crise démocratique. Vous reprenez les termes de Jean-Luc Mélenchon en tout cas. C'est pas forcément ceux de Jean-Luc Mélenchon, c'est ceux qu'on a tenus nous aussi, parce qu'en fait, force est de constater quand on a plus de 70% des Français qui sont opposés à la réforme des retraites, que vous avez un gouvernement qui, parce qu'il n'est pas certain d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale, est obligé de passer en force avec le 49.3, en fait, vous avez une sorte d'élite politique qui est au gouvernement avec Emmanuel Macron, qui finalement non seulement gouverne sans les Français, mais même contre l'avis de la majorité des Français. En fait, on est quasiment dans une espèce de récidive du traumatisme qu'on a eu en 2005, où les Français avaient voté non contre la Constitution européenne, et se retrouvent 2 années après avec une élite politique, sénateurs et députés réunis en un congrès, qui votent le traité de Lisbonne, qui met quand même en place cette Constitution européenne. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que toutes ces affaires entre le traité de Lisbonne, on va dire, qui a bafoué le référendum, là actuellement les réformes des retraites, vous rapproche de Jean-Luc Mélenchon. On voit que sur ces thématiques-là, il y a une certaine forme de proximité. On pourrait voir un jour un front commun un peu peuple contre les élites. Non, je ne sais pas si on peut parler de front commun pour le coup, parce qu'on n'a pas non plus, il n'y a pas d'accord politique, il n'y a pas d'accord programmatique avec Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise et l'extrême gauche dans son sens large. Si là, pour le coup, nous combattons, mais avec quand même une manière différente, mais nous combattons dans le même sens contre un projet de réforme, évidemment, il n'en est absolument rien sur d'autres sujets. Je pense à l'immigration, à la fiscalité, à l'héritage, au patrimoine, à l'identité, etc. Là, sur la question de la réforme des retraites, d'ailleurs, on voit que sur la méthode, c'est complètement différent. C'est-à-dire que vous avez d'un côté, en fait, un gouvernement qui s'obstine, qui reste dans sa tour d'ivoire et qui fait le passage en force, donc la violence démocratique avec le 49.3, et vous l'avez de l'autre côté, la France Insoumise et l'extrême gauche qui hystérisent complètement et extrémisent complètement le débat. Et à un tel point que c'est pas seulement le Rassemblement National qui s'en plaint, mais ce sont les Français et même les partenaires, on va dire, idéologiques de la France Insoumise, comme les syndicats, qui au moment où il y a eu l'obstruction parlementaire avec le dépôt de milliers d'amendements qui empêchaient finalement le vote de l'article 7, c'est-à-dire l'article qui allait officiellement reporter l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, eh bien c'est les propres syndicats, c'est le Parti communiste, c'est le Parti socialiste qui sont retournés vers Mélenchon en disant « Mais arrêtez, vous empêchez de fait le vote et donc vous servez finalement d'idiot utile au gouvernement. » Si la réforme a pu passer, c'est parce que la France Insoumise, parce que Jean-Luc Mélenchon ont empêché en réalité qu'il y ait un vote au moment de l'article 7. Et sans oublier aussi qu'à 2 reprises, le Rassemblement National a quand même fait des propositions, notamment une motion référendaire, que l'extrême gauche a refusé de voter avec nous et qui aurait pu permettre de faire passer cette réforme par référendum. Ça paraît très étonnant. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas le premier à me l'avoir dit ici, mais c'est vrai qu'on se demande quel intérêt ils auraient pu avoir à ne pas voter cette motion référendaire, dans le sens où on sait que
une majorité du peuple est contre cette réforme, Bien sûr. et que donc ça aurait entraîné plus ou moins mécaniquement une annulation de cette réforme des retraites. En fait, là, on a eu l'illustration parfaite que pour la France insoumise, les intérêts de leur boutique politique est plus important que les intérêts du pays. Et c'est la principale différence qu'il y a d'ailleurs avec les députés du Rassemblement national. Nous, à l'Assemblée nationale, depuis qu'on est élus, depuis que les Français nous ont permis d'être 88 sur les bancs de l'Assemblée nationale, qui était quand même une première, en fait, ce que l'on fait, c'est que dès qu'on a des sujets sur lesquels on peut être d'accord ou qu'on estime que ça peut améliorer le quotidien des Français ou aller dans l'intérêt du pays, on les vote, peu importe que ça soit présenté par quelqu'un du Parti socialiste, quelqu'un de la majorité présidentielle ou quelqu'un des Républicains. C'est pour ça que notamment, sur la motion de censure interpartisane, entre guillemets, qui avait été présentée par les députés de la Lyotte, eh bien, nous avons voté évidemment pour, parce que l'objectif principal, c'était de faire tomber le gouvernement. Et la France insoumise aussi avait voté pour, c'est les députés républicains qui n'avaient voté qu'à un tiers pour, et c'est ça qui avait empêché que la motion, la motion de censure puisse passer. Ensuite, pour passer à une deuxième actualité, donc les mineurs isolés. Donc des mineurs isolés occupent, comme on le voit sur cette photo, depuis avant-hier, une école désaffectée dans le 16e arrondissement de Paris. Donc pour y être moi-même passé hier, c'est vrai qu'ils sont donc dans l'école, ils sont barricadés avec, on va dire, des chaînes autour des entrées, etc. Ils jouent au foot. Enfin, c'est voilà. Je me suis posé une vraie question vis-à-vis de cette situation des mineurs isolés. Donc eux, c'est principalement le problème et le logement, principalement, et la régularisation, évidemment. Est-ce que la France est trop dure de ne pas régulariser ces migrants, ou alors est-ce que la France est trop lâche de leur faire croire qu'en venant, ils pourront l'être ? Je pense qu'il y a un peu des deux. En fait, en ce qui concerne l'immigration et les mineurs isolés de manière générale, ce qu'on peut constater, c'est qu'en fait, la situation est hors de contrôle. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est ni l'un ni l'autre, en fait. C'est à la fois, on n'est pas suffisamment ferme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on laisse par exemple aller ce qu'on appelle la présomption de minorité. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui arrive, à partir du moment où il se fait arrêter parce qu'il est en situation de clandestinité, il est en situation donc irrégulière, à se maintenir sur le territoire, à partir du moment où il se présente au juge ou au policier en disant « oui, mais je suis mineur », présomption de minorité, on lui accorde en fait, avant même toute vérification, que ce soit par le biais de tests osseux ou quoi que ce soit, on lui accorde donc une présomption de minorité qui lui permet de se maintenir et de rentrer dans cette catégorie des mineurs non accompagnés ou mineurs isolés. Donc à la fois, en fait, on n'est pas suffisamment ferme, c'est-à-dire qu'on leur dit pas, on n'envoie pas un message simple et clair en disant « vous ne pouvez pas venir ici parce que si vous venez ici, vous serez arrêté et vous serez évidemment reconduit à la frontière ». Je rappelle quand même que les obligations de quitter le territoire français, quand elles sont émises par un juge, en réalité, il y en a à peine 20% qui sont effectivement ensuite réalisées. Donc on n'est pas assez ferme et en même temps, on n'est pas non plus dans l'accueil, c'est-à-dire que bon, on regarde, et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que je pense qu'on n'en aurait absolument pas les moyens financiers, humains, pour pouvoir accompagner ces gens-là. Mais donc en fait, on est dans cette espèce d'entre-deux, qui fait que, en réalité, on laisse la situation, en fait, pourrir, entre guillemets, sur le pays, et qu'il n'y a aucune décision courageuse. Là, aujourd'hui, je crois que c'était l'Association des départements de France qui évalue à peu près à 40 000 mineurs isolés présents en France, pour un coût de 2 milliards d'euros d'argent. Donc, au moment où on parlait, notamment dans la réforme des retraites, du besoin de faire des économies et d'utiliser l'argent des Français à bon escient, là, on est vraiment au cœur du débat, quoi. Le Rassemblement national au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait pour cette situation-là précise ? Déjà, on lève ce dont je parlais à présent, donc la présomption de minorité, pour permettre effectivement qu'il y ait une vérification qui soit obligatoire. Sont-ils mineurs, oui ou non ? Pour tous ceux qui ne sont pas mineurs, c'était un rapport du Sénat qui disait qu'il y avait quasiment une personne sur deux, un mineur isolé sur deux, qui en réalité était majeur. Et bien à ce moment-là, il faut évidemment émettre des OQTF, des obligations de quitter le territoire français, et les expulser effectivement. Tout ça, ça se fait. Alors à chaque fois qu'on nous dit ça, on nous dit oui, mais c'est pas possible, ça ne marche pas, les pays dont ils viennent ne veulent pas les reprendre et compagnie. Pourtant, il y a des leviers en fait, pour agir. Il y a des leviers pour essayer de contraindre les autres pays, puisqu'il s'agit déjà d'un droit international qui se doivent de respecter. Donc là-dessus, il faut ensuite faire des restrictions en termes de délivrance de visa, faire des restrictions en termes de ce qu'on appelle la solidarité diasporale, c'est quand vous, notamment des transferts de fonds depuis la France vers les pays d'origine. Donc c'est là-dessus où il faut vraiment qu'on arrive en fait à agir, à contraindre pour les obliger de les récupérer. Mais eux, en retour, ils vont, pour parler par exemple de l'Algérie, qui est un des pays principaux avec lequel il y a ce problème. Le gaz algérien, ils vont nous le couper, ils vont nous dire mais ça suffit, on arrête. Mais ils agissent déjà sur ces moyens de pression. En fait, c'est là qu'est la naïveté d'ailleurs de la part des dirigeants français et d'Emmanuel Macron en tête, c'est qu'en réalité,
à chaque fois, on nous dit, si on commence, nous, à faire valoir un peu nos intérêts, si les dirigeants français se mettent à prendre des décisions pour défendre d'abord l'intérêt de la France et des Français, les autres vont ensuite agir avec des moyens de pression. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, c'est déjà le cas. Notamment la pression migratoire que fait valoir l'Algérie, le Maroc. On peut aussi se souvenir de Erdogan, du Turc Erdogan, qui avait passé un pacte avec Angela Merkel et qui tenait ainsi l'Union européenne sous pression migratoire en disant « si vous ne me donnez pas ce que je réclame, ce que je donne, eh bien je déverse ensuite des milliers et des millions de migrants sur l'Europe ». Donc en fait, c'est vraiment une naïveté de croire qu'ils ne sont pas déjà eux en train de le faire, puisque eux ont décidé de défendre leurs intérêts. La seule chose qu'on aimerait, c'est que la France fasse de même. Très bien, la troisième actualité d'aujourd'hui, les Antifa, on va dire, ont frappé ce jeune homme. Il y a de ça 9 mois, une quarantaine. Il y a quelques jours, 6 d'entre eux ont été interpellés. Est-ce que vous pensez que les Antifa sont dans un état d'esprit où, vu que le Rassemblement national est d'extrême droite, c'est un petit peu le diable absolu, tout est permis, y compris être à 40 pour tabasser un jeune homme et le mettre dans un état aussi terrible. Ce qui est certain, c'est que les Antifa aujourd'hui représentent un véritable danger, on va dire, pour la tenue des débats et même pour l'intégrité des gens. Là, pour le coup, c'était lors de la campagne des élections législatives à Bordeaux. Donc, c'était Pierre Le Camus qui était notre candidat et son frère qu'on voit donc à l'image. Eux, ils nous ont raconté un peu comment ça s'est passé. Ils étaient attablés à la terrasse d'un café. Ils se retrouvent avec ensuite une dizaine, même plus, de personnes qui débarquent, qui les interpellent et qui ne viennent pas en fait pour s'expliquer, avoir une discussion, dire on n'est pas d'accord. Il n'y a pas un échange de mots. Ils arrivent, ils frappent. En fait, ça se passe comme ça. Le problème, c'est que les Antifa, en fait, ils sont dans une violence qui est considérable, qui a déstabilisé déjà énormément de mobilisations populaires, sociales. On se souvient des 1er mai à travers notamment les formations de Black Bloc. On voit encore là, même sur la réforme des retraites, les mobilisations qui commencent à être pourries de l'intérieur par le biais de ces Antifa. Et en fait, ce qui est gravissime, c'est qu'il y a une sorte de, d'immobilisme de la part des politiques pour lutter contre ce phénomène qui en plus ne cesse de s'accroître. Et avec une violence qui se radicalise en plus de ça. Que ça soit d'abord le gouvernement ou Gérald Darmanin qui connaissent très bien ces mouvements-là, les mouvements Antifa Paris-Banlieue, les mouvements de la Jeune Garde, etc., sur lesquels en fait il n'est absolument rien fait, n'est pas proclamé de dissolution, n'est pas proclamé d'arrestation préventive avant l'organisation des manifestations, où on sait très bien qu'ils vont ensuite aller caillasser du matériel public, caillasser des devantures de commerçants, tabasser du flic, etc. Et ensuite, de l'autre côté, il y a en plus de ça une complicité de l'extrême gauche. Moi, je me souviens, Jean-Luc Mélenchon, en 2017, pour ceux qui se souviennent un petit peu, à l'époque, c'était un peu l'ennemi des Antifa. Parce qu'en 2017, il avait fait une sorte de campagne un petit peu plus républicaine qui appelait au respect de l'uniforme, au respect de la République, des institutions. En 2017, il a fait une campagne beaucoup plus sociale. Il était sur exactement plus sociale et peut-être même plus républicaine, ce qui ne l'est absolument plus aujourd'hui. Et en réalité, en 2017, Jean-Luc Mélenchon se faisait pourrir ses propres meetings par les Antifa. 5 ans après, il a complètement changé de braquet. 5 ans après, il a décidé en fait d'avoir une autre stratégie à l'égard des Antifa, c'est-à-dire quasiment de les encourager ou même de les soutenir. Quand on voit que vous avez le leader lyonnais de la Jeune Garde qui quelques heures plus tôt se réjouissait de l'agression de militants anti-blocage à l'université de Lyon, qui ensuite est auditionné, officiellement reçu à l'Assemblée nationale, pour être auditionné par une commission et salué par l'ensemble des députés de l'extrême gauche, c'est quelque chose de grave. Là, on est dans une complicité, on est dans un soutien politique à pourtant des mouvements excessivement violents et dangereux, comme on peut le voir sur cette photo. On parle donc de Raphaël Arnaud, et qui a d'ailleurs même posé avec Carlos Bilongo, le député La France Insoumise, dans une réunion, un festival contre l'extrême droite. Oui, tout à fait. On se demande parfois, où sont les actualités, où sont les extrêmes, où sont les violents, et c'est vrai que manifestement, qu'on soit d'accord ou pas, il y a beaucoup plus de faits, de violences qui viennent de l'extrême gauche. Il y en a beaucoup, et puis c'est surtout on espère et on s'attend à ce que les responsables, les responsables politiques et judiciaires prennent un peu de leurs responsabilités et qu'il y ait des sanctions qui soient fermes. En fait, on ne peut pas les laisser non plus dans une impunité. Ouais. Là, oui, il y a eu 6 arrestations, donc c'est très bien, c'est tant mieux, et les victimes d'ailleurs s'en réjouissent, mais on espère ensuite qu'il y aura les sanctions appropriées pour ce qui s'est passé. Je rappelle quand même que le frère de Pierre, pour le coup, ça a été plus des dizaines de jours d'ITT, on parle de traumatisme crânien, on parle d'un écart,
cassé, on parle d'un déplacement de la mâchoire. Là, on est dans une violence, quelques minutes de trop, et ça aurait pu être un véritable drame humain. Donc il faut que la justice soit très ferme là-dessus, et on espère qu'il n'y aura pas de complaisance, ou du moins de soutien implicite. Pour passer à l'actualité suivante, sur fond de trafic de drogue, il y a eu 3 morts dans une fusillade à Marseille récemment. Et selon un sondage CSA pour CNews, 66% des Français seraient favorables au recours à l'armée pour lutter contre le trafic de drogue dans les banlieues. Est-ce que vous avez vu le film Bac Nord ? Oui, j'étais allé le voir au cinéma, oui, tout à fait. Oui. Et qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous, quand vous voyez ce film, vous vous dites, voilà, je comprends, c'est 66% de Français, ou alors pas du tout, ou qu'est-ce qui vous a évoqué par rapport à la situation qu'on vit actuellement, à la fois à Marseille et à la fois sur la vie des Français qui veulent une intervention de l'armée ? En fait, il n'y a même pas forcément besoin de voir qu'un film pour comprendre un peu ce qui se passe. Moi, j'interviens depuis un petit moment sur les plateaux de télévision, en porte-parole, etc. Je fais de la politique depuis 10 ou 11 ans maintenant. Et la question des trafics de drogue et de tout ce que ça entraîne ensuite comme drame humain, comme essor de l'insécurité, les meurtres, les règlements de compte, etc. Tout ça, ça fait je dis ça fait 10 ans qu'on les commente, mais oui, c'est ça. Par exemple, vous allez sur d'autres plateaux comme CNews ou quoi que ce soit, le nombre de fois, mais une fois sur 3, on se retrouve à commenter ce genre de choses. Et en fait, la situation, la situation, reste la même, et on se retrouve à commenter, à ressortir quasiment les mêmes fiches argumentaires, etc. 3 semaines après, parce qu'on est interrogé exactement sur le même sujet. Sur le sondage, en fait, il y a quelque chose qui est un peu préoccupant, parce que moi, je vous le dis très sincèrement, je ne suis pas favorable à l'intervention de l'armée, tout simplement parce que pour moi, l'armée, c'est un outil de l'État qui est fait pour combattre des forces extérieures, pour combattre un ennemi extérieur, et non pas pour un ennemi qui serait, entre guillemets, intérieur. L'armée n'est pas là, en fait, pour aller régler des comptes ou aller mener la guerre, parce que l'armée est là pour faire la guerre, elle n'est pas là pour faire du maintien de l'ordre, elle est là pour faire la guerre. Et donc, je suis... Pour ce que ça représente, pour le symbole, moi je suis contre l'intervention de l'armée. Mais par contre, il faut comprendre aussi qu'il y a une exaspération du côté des Français. Parce que comme je vous le disais, en fait, ça fait des années que cette situation perdure. Ça fait des années qu'on voit des meurtres qui s'enchaînent les uns après les autres, une augmentation qui est de drogue qui est aussi sans cesse en augmentation, et qu'en fait, il y a une espèce d'immobilisme de la part des dirigeants politiques qui, du coup, énerve et agace l'opinion publique, et qui, du coup, va aller chercher ensuite des solutions peut-être plus radicales, symboliquement plus fortes, mais qui ne sont pas forcément les plus à même de régler la situation. En réalité, sur le trafic de drogue, c'est une réponse totalisante qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'il faut s'attaquer déjà, par exemple, aux tout petits dealers. Les tout petits dealers, même ceux qui font le guet, etc., il faut qu'on les arrête, il faut qu'on leur fasse avoir, qu'on leur impose même des peines très courtes, des peines de 15 jours, 3 semaines, alors évidemment dans des prisons qui font leur taf, pas là où on laisse la possibilité d'avoir un téléphone portable, pas là où on les laisse au milieu même de leur ancien baron. Il faut recréer de nouvelles places de prison ? Évidemment, c'était d'ailleurs la promesse d'Emmanuel Macron en 2017, qui avait promis 15 000 nouvelles places de prison. En réalité, il en a fait à peine 5 000. Il y a un véritable souci là-dessus. Il faut qu'on arrive à se donner les moyens pour que les peines puissent être non seulement prononcées, mais aussi exécutées, qu'on ait le nombre de prisons souvent au niveau des mairies, le problème se situe souvent au niveau des mairies qui refusent l'implantation d'une prison dans leur commune. Oui, mais comment contraindre les mairies ? Il faut se poser, par exemple, vous savez, dans le Val-de-Marne, du côté de Noiseau, vous avez une commune, on va dire sur la partie un petit peu plus rurale du département, il y a un projet de construction de prison. Et là-bas, que ce soit la municipalité ou même les habitants, sont foncièrement contre. Mais il faut savoir pourquoi ils sont contre. Ils sont contre parce qu'en réalité, aujourd'hui, quand vous avez un centre pénitentiaire qui arrive, eh bien, ça augmente quasiment mécaniquement, ça augmente aussi l'insécurité autour. Parce que les trafics de drogue peuvent continuer aux alentours de la prison, parce qu'on laisse les téléphones portables aux chefs de bande qui continuent leurs affaires et qui continuent de gérer leur réseau depuis la prison. Parce qu'il y a des agressions, notamment pour les surveillants pénitentiaires, qui sont absolument pas soutenus, que ce soit en termes de moyens ou en termes de moyens humains, et qu'il y a un laisser-faire là-dessus. Donc en réalité, il y a des inquiétudes qui sont compréhensibles parce que les prisons sont quasiment des sources d'insécurité aujourd'hui et qu'elles ne font pas ce qu'elles devraient faire, c'est-à-dire vraiment extraire de la société les personnes qui n'ont plus rien à y faire. Pour revenir sur vraiment précisément la lutte contre le trafic de drogue dans les banlieues, aujourd'hui, on voit, et à travers, entre autres, le film Bac Nord, que la situation est hors de contrôle, que ces zones, on va dire, de France, n'ont presque de Français, on va dire, que la situation géographique. Il y a certains endroits qui sont vraiment inquiétants, où le trafic de drogue règne totalement, où la police ne peut quasiment plus aller, ou alors,
quand elle y va, elle arrive à y aller quand ils sont 150 avec presque des blindés et suréquipés. Et c'est là que les gens se disent, il faudrait peut-être envoyer l'armée. Mais vous pensez qu'avec la police, on peut on va dire avec la police uniquement, est-ce qu'on peut régler cette situation? En fait, c'est pas le problème de la police au sens est-ce que la police est capable. Si la police reçoit les bons ordres, elle est capable. Le seul problème, c'est qu'au niveau de la hiérarchie, aujourd'hui, et c'était d'ailleurs ce qu'on avait avec Nicolas Sarkozy à l'époque, c'est qu'on a demandé à la police de faire du chiffre, plutôt que d'obtenir des résultats sur du long terme. En général, dans ce genre de situation, que ce soit les trafics de drogue, que ce soit la petite délinquance ou même la grande délinquance, en réalité, c'est toujours, il suffit d'arrêter un chef de gang et vous avez à ce moment-là peut-être 40 ou 50% en fait des méfaits qui s'arrêtent. Le problème, il est là en réalité, c'est qu'il faut s'attaquer aux têtes, évidemment aux petits aussi pour essayer de démanteler les réseaux et de remonter sur les réseaux, mais il faut s'attaquer aux têtes. Si vous neutralisez les chefs de proue, entre guillemets, vous arrivez à régler la situation. Sachant d'autant plus que dans les banlieues, le véritable problème, c'est que les premières victimes sont ceux qui y résident et qui n'ont pas les moyens financiers d'aller ailleurs parce qu'ils sont en HLM, parce qu'ils sont ailleurs, etc. C'est pour ça qu'il faut qu'on intervienne assez rapidement dans ces gens-là, mais encore faut-il avoir les ordres pour ça. Bien sûr, et d'ailleurs, j'aurais beaucoup aimé avoir le sondage, mais centré uniquement sur les personnes qui habitent en banlieue, parce que je pense que 66, ça aurait été beaucoup plus. Ouais. Mais bon, ça c'est que mon avis. Ensuite, Bilal Hassani. Alors, avant-hier, donc Bilal Hassani a annulé son concert qui devait avoir lieu dans une église à Metz, une ancienne église, qui a été désacralisée. Est-ce que ça vous aurait choqué si ce concert avait eu lieu? En fait, je ne sais pas si c'est vraiment la question à laquelle je dois répondre moi, parce que personnellement, en fait, je suis très opposé en fait de manière très générale en fait à la censure préventive. C'est-à-dire le principe de se dire, bah tiens, il y a quelque chose qui me dérange parce que ça a atteint mes convictions ou ça a atteint une sensibilité personnelle ou la foi là en question. Et je suis pas certain qu'en fait une sensibilité personnelle doit être doit faire force de loi et doit en fait s'imposer à tous. Moi, je suis le premier, j'essaye de mettre beaucoup de nuances et d'être un peu, on va dire, modéré dans le sujet. Moi, je suis le premier, en fait, à m'offusquer. Je suis un grand fan de musique dite extrême, style black metal, death metal, etc. Vous aviez un groupe avant même. J'avais même un groupe, ouais, c'est vrai. mais qui était plus doux, qui était plus écoutable, on va dire, pour la majorité des personnes. Metal festif, c'est ça? Une sorte de metal festif, une sorte de rock un peu sympa, un peu à la Foo Fighters, etc. Mais non, je suis le premier à écouter des groupes, en fait, qui revendiquent un peu un côté choquant, un côté très anti-système, etc. Et moi, ça m'est arrivé quelques fois que je dois participer à des concerts qui sont annulés à la dernière minute parce qu'il y a une pression, ou bien d'autorité publique, ou bien d'Antifa, etc., qui empêche la tenue du concert. Et donc, en fait, je ne veux pas faire de parallèle, mais ce qui s'applique pour moi doit s'appliquer aussi pour les autres. Et c'est pour ça que je suis très dérangé quand je vois que le concert a été annulé, parce que pour le coup, je peux comprendre qu'il y ait une certaine frustration ou même une colère de la part de la communauté catholique en France, etc., mais en France, le droit au blasphème existe, il n'y a pas de censure à la liberté d'expression. La seule chose qu'il faut, c'est que la loi fixe un certain nombre de limites. Et si jamais une limite à un moment donné est franchie, eh bien la personne victime du franchissement de cette limite peut recourir à la justice. Là, force est de constater, c'était pas le cas. C'est un événement, on peut se dire, j'aime bien, j'aime pas, là, sa limite, c'est le goût et les couleurs, chacun pense ce qu'il veut, mais en soi, il n'y avait pas d'infraction, et donc il n'y avait pas de raison valable, si ce n'est symbolique, d'annuler ce concert. Donc, non, je suis assez gêné par la situation, et puis évidemment, toutes les menaces qu'il a reçues, et à un moment donné, il faut savoir raison garder aussi. On peut comprendre qu'il y ait des colères, on peut comprendre que tout ça, ça soit assez sensible, mais il faut savoir raison garder, sinon on s'en sort plus, quoi. Très bien. Ensuite, on passe donc à l'affaire Boyard. Ah ouais. Alors, Louis Boyard, donc ici présent, député La France Insoumise, aurait pendant ses études participé à faire évincer des syndicats étudiants les différentes composantes enfin les étudiants qui étaient dedans, qui est plutôt communistes, pour laisser place à ceux qui étaient plutôt à la France Insoumise. L'un d'entre eux, Guillaume Trantan, a fini par se suicider. Mais c'est du pain béni pour le Rassemblement national, je vous entends pas tellement en parler. Bon, du pain béni, quand il s'agit quand même du suicide par suite d'un harcèlement d'un jeune, on évite d'en se réjouir. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Non, mais la situation est épouvantable. Non, il y a quand même quelque chose qui est assez ironique au niveau de la France Insoumise, c'est qu'en réalité, c'est pour reprendre un bon mot qui est pas du mien, c'est que les donneurs de leçons sont souvent les donneurs de baffes. Ça, c'était Quatennens.
Donc c'est-à-dire ils se font toujours un peu rattraper par le propre monstre en fait qu'ils ont créé. Le souci en fait c'est que la France insoumise, c'est une vieille tradition un peu de ces partis-là, ils confondent très souvent en fait leur intérêt politique avec une certaine vision de la moralité. Et tout ça, en fait, ça les entraîne ensuite à être un peu piégés par ce qu'ils ont eux-mêmes créé. Et c'est vrai que quand on voit que ce soit Boyard, que ce soit Quatennens, etc., ou même Bayoux pour d'autres partis et compagnie qui se font finalement rattraper avec ça, ça donne envie d'en rigoler. Alors après, bon, évidemment, nous, on s'est toujours tenu au sein du Rassemblement national à une certaine éthique. Nous aussi, on a été, victime de diffamation, etc. On a toujours revendiqué la présomption d'innocence. Donc là, s'il y a une affaire qui est ouverte pour savoir s'il y a une responsabilité de la part du député Boyard, il faut évidemment que l'enquête aille jusqu'au bout. Et à ce moment-là, il faudra que eux, en fonction de ce qui est décidé par la justice, on tire une conclusion, on tire une leçon. Mais nous, on évite de juger avant de juger. Là où, pour le coup, la France insoumise, dès qu'il y a un adversaire politique qui est pointé du doigt par la justice, se précipite dedans. Retour de flamme, j'ai envie de dire. Très bien. Ensuite, le petit pour ou contre, ouais. Très rapide, sur l'euthanasie. Plutôt pour. Les trottinettes en libre service. Contre. Débloquer les facs, même avec violence. Non, sans violence, toujours. Joris Ebrard, député RN, qui a inauguré une mosquée turque. Est-ce que je suis contre Joris Ebrard ou contre l'inauguration de la mosquée? Les deux sont un peu mêlés, mais... Non. Joris Ebrard, aucun problème avec lui, mais là c'était une grande faute, donc évidemment contre l'inauguration de la mosquée. Très bien. Alors maintenant, passons à la petite question sensible. En 2014, vous avez dit donc dans un tweet qu'on voit ici, le grand remplacement relève davantage d'un fantasme racialiste que d'une réalité. Il innocente ainsi les politiques. Sauf qu'en 2016, vous auriez, je dis bien auriez, fait retirer un personnage noir d'une affiche. Mais je vous avoue que vous avez donné une explication qui était les graphistes qui ont transmis ces informations à la presse sont partis chez Florent Philippot, et donc il y aurait une certaine forme de coup monté, un peu de vengeance contre le Rassemblement national. Mais alors, soit ces histoires étaient fausses, soit vous avez un paradoxe à m'expliquer, mais... Non, absolument. Non, c'était absolument faux pour le coup. À aucun moment, j'ai demandé à ce qu'on retire le personnage noir. C'était une espèce de guéguerre interne. C'est le problème, c'est dès que vous avez en fait des personnes qui quittent un parti, c'est comme dans une famille, il y a des querelles, et là, après, tous les moyens sont bons pour salir vos anciens camarades de combat. Un truc que j'aime pas trop faire, c'est pour ça que je veux pas non plus trop m'attarder sur le sujet, non pas que j'ai quelque chose à cacher ou quoi que ce soit, mais juste, il y a de temps en temps, on a marché dans le même sens avec un certain nombre de personnes. Il y a ensuite des affaires personnelles ou politiques qui font que les chemins se séparent, mais j'aime pas ensuite aller casser du sucre sur le dos des autres. Bon, je vous avoue que moi j'avais très mal pris ce truc-là parce que forcément ça avait pris une certaine ampleur médiatique et puis par la suite vous êtes accusé de tous les noms, de racisme, de tout ce que vous voulez, etc. Et vraiment on connaît la violence en politique et on sait quand on s'engage, on peut avoir affaire à une certaine violence, mais quand c'est quelque chose qui a été engendré en plus par des anciens camarades, ça fait quand même assez mal. Juste pour revenir sur le tweet, faut savoir une chose, c'est que déjà on est en 2014, j'ai l'impression que c'est vieux, c'était il y a 9 ans. Presque 10 ans. À l'époque, le grand remplacement n'avait pas la même connotation qu'elle peut avoir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était vraiment dans un débat très intellectuel, on était dans on était vraiment sur la théorie du grand remplacement développée par Renaud Camus, et donc on était sur quelque chose qui était un peu plus précis. On ne parlait pas seulement de l'immigration massive et de la surreprésentation de l'immigration dans certains quartiers de la France. À l'époque, on parlait vraiment d'une théorie quasiment complotiste, où on vous expliquait qu'il y avait un plan de la part des dirigeants autour d'une table, que ce soit grand patronat politique, etc. En 2014, on va dire, il y avait quand même déjà une forte présence migratoire. Ah non, bien sûr, je dis pas le contraire. Je dis juste que... Pour ceux qui sont d'accord avec le grand remplacement, on va dire, pouvaient déjà un peu constater ce qu'ils voulaient voir. Oui, mais c'est juste pour vraiment bien éclaircir le sujet, parce que c'est important de savoir de quoi on parle. À l'époque, le grand remplacement tel qu'il était utilisé par Camus, c'était une théorie complotiste. C'était vraiment, on imaginait en fait une grande table ronde avec 20 personnes autour, le MEDEF d'un côté, le gouvernement de l'autre, la Commission européenne de l'autre, et tous en train de se dire, comment on fait rentrer les migrants? Évidemment, ça se passe pas comme ça. Que le gouvernement français, par idéologie, à l'époque c'était François Hollande, mais Emmanuel Macron a fait pareil, que la Commission européenne, que le grand patronat aient des intérêts à avoir une immigration massive. Oui, évidemment que oui, que ce soit pour peser à la baisse sur les salaires, que ce soit pour mieux contrôler les gens, etc. Ça là-dessus, on est tous d'accord. Mais d'imaginer qu'il y a un plan, qu'à un moment donné, ils sont tous retrouvés en disant « Bon, l'immigration aujourd'hui, on fait quoi ?» Tout ça, évidemment faux. Moi, je tenais juste quand même à rappeler que
En fait, c'est pas parce qu'on ne reprend pas pour soi le terme de grand emplacement que ça nous empêche d'être farouchement opposés à la politique d'immigration telle qu'elle est menée en France. Emmanuel Macron, c'est le président de tous les records. Quand on regarde aujourd'hui, entre les demandeurs d'asile, les titres de séjour délivrés et l'immigration clandestine, c'est quasiment un étranger en plus en France toutes les 2 minutes. C'est-à-dire que le temps qu'on fasse cette émission, vous calculez et vous voyez le nombre de migrants qui sont arrivés chez nous. Le seul truc, c'est qu'il y avait au fond à la fois un aspect complotiste et aussi un aspect racialiste qui prenait beaucoup plus en considération la couleur de peau des gens ou bien leur religion, leur foi, etc. que simplement le problème de nationalité. Sont-ils français, oui ou non? Comment sont-ils devenus français, etc. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Nous rappelons que nous invitons tout le monde. Donc voilà, tous les partis politiques sont ici les bienvenus. Tous les partis politiques, par contre, ne répondent pas favorablement à nos invitations. Je vous remercie à vous de nous avoir écoutés. Encore merci Gaëtan Dussaucé et très bonne journée à vous. Merci beaucoup.